Parlons économie à présent dans cette édition spéciale de Smart Bourse, toujours depuis la REF, la rencontre des entrepreneurs de France qui marque cette rentrée économique sous le signe d'un petit trouble politique, hein, ça n'aura échappé à personne bien sûr. Parlons économie, nous allons parler de la macro pour la zone euro, l'Europe, mais également pour la France avec Alain Duré qui est mon invité à présent, le chef économiste Europe de Natixis CIB. Alain, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous depuis cette REF pour évoquer alors le sujet européen dans son ensemble, mais je voulais évidemment qu'on dise un mot de la France avec vous. En tant qu'économiste, comment est-ce que vous regardez cette équation alors politico-économico-financière qui fait évidemment beaucoup parler, Alain? Alors effectivement, la décision du Premier ministre n'était pas attendue et dans toute économie, il faut un bon complément entre les entreprises et le monde économique et évidemment la stabilité politique. Mais je sais qu'en France, on a tendance à voir souvent le verre à moitié vide. Je voudrais lancer quand même un vent d'optimisme en rappelant quelques chiffres. D'abord, la compétitivité de la France s'est améliorée sur les 2 dernières années. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le secteur manufacturier, un travailleur français coûte moins cher en coût horaire qu'un travailleur allemand. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est nouveau, Alain. C'est à l'issue, oui, de toutes les réformes qui ont été prises, notamment au niveau des cotisations sociales et de l'impôt des sociétés. Donc, en coût de production, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut se garder de trop d'optimisme. Il y a la situation reste fragile à 2 niveaux. D'abord, le coût horaire d'un travailleur français est supérieur au coût horaire d'un travailleur allemand dans le secteur des services aux entreprises. Et ça, c'est un input important dans la production des entreprises. Et le deuxième, c'est que la plupart des enquêtes auprès des importateurs étrangers vous disent que dans beaucoup de gammes de produits, les produits français sont encore trop chers pour la qualité qu'ils fournissent. Et parfois et souvent, ils n'ont pas assez de diversité de fournisseurs, c'est-à-dire une concentration aussi de certains fournisseurs, ce qui évidemment pose le problème du prix. Et la diversification de la chaîne de fournisseurs, c'est un sujet pour la productivité et la compétitivité française, ça. Oui, parce qu'à terme, ça peut jouer entre eux au niveau des prix, avoir des prix plus bas. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand on dit qu'il faut être plus compétitif que son voisin, ça veut dire qu'il faut mieux vendre que son voisin. Et on peut le faire de 2 manières. Soit on vend moins cher, à qualité égale de produits, soit on vend à prix égal, mais à qualité meilleure. Bien sûr. Et ça, on peut y arriver de 2 manières, c'est en étant plus productif. D'où le lien très étroit entre compétitivité et productivité. Et comment être plus productif? Soit on améliore la qualité du travail via l'éducation, soit on investit dans des secteurs à haute technologie et à haute valeur ajoutée. Tout ça prend du temps. C'est pour ça qu'à court terme, moi, mon message, c'est de dire ne relâchons pas la pression, les efforts pour contenir le coût de production et le coût du travail et en parallèle de lancer ces grands projets d'amélioration de la qualité du travail et de l'investissement. Mais vous dites quand même, le message sur ces 2 dernières années, c'est que la France, malgré tout ce qui s'est passé, a pu regagner de la compétitivité dans le secteur manufacturier. Dans le secteur manufacturier. Dans le secteur manufacturier, on voit que les parts de marché d'ailleurs repartent légèrement à la hausse, mais c'est enfin une tendance qui doit se confirmer. On ne maîtrise pas la question de la fiscalité, et on verra comment le politique se saisit de la question de la fiscalité, mais le levier de la compétitivité hors prix, oui, c'est quelque chose qui a peut-être été négligé, sous-estimé en France depuis trop longtemps. Probablement avec un manque peut-être de politique de très long terme qui rassure les investisseurs et tout s'auto-entretient. Bien sûr, stabilité, visibilité, je crois que c'est les mots qui reviennent le plus à l'occasion de ces rencontres des entrepreneurs de France. Un mot de la conjoncture française quand même. Petit regard dans le rétroviseur, mais c'est vrai qu'on a sorti un chiffre de croissance quand même au 2e trimestre, je tiens à le rappeler, de 0,3%, quand l'Allemagne est à moins 0,3%. Alors, il n'y a peut-être pas de raison de se glorifier de ce chiffre, mais néanmoins, ça montre qu'1 an après la dissolution et l'augmentation du niveau d'incertitude politique, il y a quand même quelque chose de résistant dans l'économie française. Alors. Tout à fait. Néanmoins, j'ai quand même envie de dire. Le bémol, on va toujours un petit bémol. C'est que à la fois pour la France et pour la conjoncture allemande, c'est un peu une croissance en trompe-l'œil. Le moins 0,3 qu'on a eu en Allemagne, c'est le contre-coup des très fortes exportations qu'on a eu au 1er trimestre, qui anticipaient en fait les tarifs américains. Et en France, en fait, le très bon
ce deuxième trimestre, c'est la formation des stocks, qui est un stockage involontaire, soit pour des raisons techniques dans l'aviation, soit parce qu'on s'attendait à une demande intérieure plus importante. Plus importante, oui, bien sûr. Et donc ça, c'est quand même assez important. Mais un point important, c'est qu'on a remarqué qu'on a eu un coût négatif sur le moral des ménages et des entreprises après la dissolution de juin 2024. Qu'on reste à un niveau relativement bas et on ne décolle pas vraiment. Donc on reste un peu dans une croissance molle, j'ai envie de dire. Attends. Quand vous disiez ne relâchons pas les efforts, on était juste avant avec la présidente de France Invest, Sophie Paturle, qui met un gros focus sur la question de l'innovation et du financement de l'innovation, innovation et productivité. Là aussi, vous participez à des groupes de travail sur ce sujet-là, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas relâcher. Le circuit de financement de l'innovation en France ne doit pas se gripper. Non, c'est primordial. C'est vraiment primordial pour relancer, pour être simplement plus productif et plus compétitif. Quand vous regardez la zone euro dans son ensemble, là aussi, petit état des lieux de la conjoncture. Et puis surtout, ce qui a marqué l'été, c'est cette compromis commercial qui a été signé entre les autorités européennes, Ursula von der Leyen et l'administration Trump. Est-ce que c'est un compromis qu'on peut prendre pour acquis aujourd'hui quand on fait des scénarios, des hypothèses pour bâtir des modèles économiques et conjoncturels, Alain? Et est-ce que cet accord a au moins le mérite d'exister, comme le disait encore récemment Ursula von der Leyen, pour ramener un peu de visibilité, là aussi le mot revient, et donner la capacité aux acteurs économiques de se projeter à nouveau? Alors, l'accord initial de 15% est un accord de principe, mais qui néanmoins commence à être précisé par des directives plus précises par secteur et par produit. Selon nos calculs chez Natixis, on devrait, en taux effectif en moyenne pour la zone euro, être aux alentours de 11%. D'accord. Tarif. Le péage moyen américain pour les entreprises européennes, ce sera en moyenne 11%. Voilà, avec des pays un peu plus élevés comme l'Allemagne, un peu plus faibles comme la France. Mais ça en prend néanmoins le chemin d'une confirmation de ce taux-là. Alors, c'est mieux que les 30% initialement annoncés, mais il ne faut pas oublier qu'avant l'arrivée du président Trump, on était à 2. Et c'est ça. Donc on aura un impact négatif, mais qui à mon avis sera gérable et qui permettra encore une fois d'avoir une croissance européenne aux alentours de 1%, ce qui n'est pas non, ce qui reste médiocre, mais qui n'est pas en récession. Et c'est ça, voilà, c'est ça. Donc c'est absorbable. C'est absorbable. Et là où on pourrait vraiment décoller, c'est la demande intérieure et la confiance des investisseurs et des ménages. C'est ça qui est le point faible de la croissance aujourd'hui en France. En Allemagne, le gouvernement lance un grand plan d'investissement qui devrait quand même contribuer à 1 point de la croissance du PIB, ce qui n'est pas négligeable pour l'Allemagne prochaine. Par an. Ce qui va plus que compenser l'effet négatif du commerce extérieur. Mais tant que derrière, on n'a pas le relais de la consommation des ménages, on restera dans cette zone de croissance relativement faible. Comment on améliore, j'allais dire, la fluidité du marché intérieur européen, de la zone euro? Comment est-ce qu'on fait tomber un certain nombre de barrières non tarifaires qui, j'allais dire, entravent ou pénalisent le commerce intrazone? Tout le monde se focalise là-dessus. Je crois que le FMI l'a chiffré. Ça paraît des montants délirants, en fait, Alain, quand on regarde ces barrières non tarifaires, réglementaires parfois. Oui. Et donc là aussi, ça fait partie des discussions entre administrations américaines et européennes et intra-européennes pour justement fluidifier un petit peu plus le marché. Mais il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'on puisse compenser peut-être la perte en ligne qu'on aura sur le marché américain, un peu plus de commerce intrazone, ça peut tout de suite permettre de compenser effectivement peut-être ce que les entreprises perdront sur le marché américain? Oui, alors le commerce en tant que tel, entre entreprises, intra-branches, au sein de la zone euro et européenne, est assez intense et assez élevé. Néanmoins, là, encore une fois, il faudrait qu'on ait un peu plus de dynamisme. Je reviens toujours là-dessus, mais c'est que vraiment la clé, c'est les ménages, la consommation des ménages pour relancer un peu la dynamique. Et en ce qui concerne le marché extérieur, évidemment, on a des possibilités de réallocation de nos accords vis-à-vis des pays émergents, la Chine et d'autres pays. Je reprends votre point sur l'Allemagne, effectivement, donc les efforts d'investissement que va fournir l'Allemagne, attendus depuis longtemps par beaucoup d'économistes, Alain, ça va rendre un peu plus d'optimalité à l'économie allemande. Est-ce qu'il faut attendre aussi un effet sur la demande du consommateur allemand, parce qu'il y a eu
sous-investissement chronique en Allemagne, mais il y a aussi une déprime de la consommation en Allemagne historique, presque structurelle. Est-ce que les choses peuvent changer à la faveur des efforts qui vont être faits par le gouvernement allemand? Alors probablement, probablement parce que ce qu'on remarque, c'est que aujourd'hui l'Allemagne est en difficulté financière, enfin économique, parce qu'elle produisait avec des coûts d'énergie très très bas, donc ça a été le concours. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Là ils sont en train de s'ajuster. Ce qu'on remarque, c'est que néanmoins la croissance intérieure était assez faible, ce qui fait que le chômage a remonté et donc les ménages n'avaient pas vraiment le moral. Maintenant, comme on va avoir quand même un coup d'accélérateur en termes de croissance économique, il est probable que les ménages reprennent un petit peu confiance et consomment davantage. En tout cas, dans nos prévisions chez Natixis, c'est notre scénario comme quoi le taux d'épargne pourrait perdre déjà en Allemagne 1 point l'année prochaine par rapport à la situation actuelle. Bon, on verra ce qu'il en est du taux d'épargne en France qui reste là aussi historiquement élevé dans le climat qu'on connaît. Parlons aussi de la périphérie de la zone euro, Alain. Alors, beaucoup, et vous bien sûr le premier, avez vécu de très près la crise des dettes souveraines où on parlait des écarts de taux qui étaient effectivement le signe perçu en tout cas d'un risque d'explosion de l'euro à l'époque. Quand on regarde assez froidement, cliniquement, les paramètres de marché de ce point de vue-là, j'allais dire, le pack euro a jamais été aussi soudé. C'est une bonne nouvelle? Alors, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça va durer? C'est une autre question. Je veux bien qu'on réponde aux deux. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que au pic de la crise de la zone euro, les pays qu'on considérait comme périphérie sont aujourd'hui plutôt. On a même usé de terminologie encore plus méprisante à leur égard. Ce sont plutôt, si on regarde les finances publiques, des pays vertueux aujourd'hui. J'entends. Les pays qu'on appelait à l'époque frugaux sont des pays qui doivent s'endetter. Pas que l'Allemagne alors, vous dites. Pas que l'Allemagne. Les Pays-Bas, ils ont un impact démographique, l'Autriche. Et donc, entre les deux, on a les pays qui n'ont jamais été vraiment vertueux point de vue fiscal, budgétaire, France, Belgique et Italie. Et donc je pense que ça change la donne au niveau européen pour les discussions parce que fatalement, à l'époque, les frugaux en question faisaient remarquer aux autres pays, nous avons des finances vertueuses, vous pas, on n'a pas envie de faire de programme hors de question de dépenser pour vous. Exactement. Aujourd'hui, l'image s'est inversée. Donc au niveau des spreads, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, il y a un resserrement parce que en Espagne, au Portugal et même un peu en Italie, la situation budgétaire est un peu meilleure et on commence à avoir des agences de notation du crédit du pays qui commencent à penser à des améliorations en termes de critères. Et pourquoi je dis pourvu que la situation dure, c'est que maintenant, avec la perspective peut-être d'avoir un gouvernement qui tombe en France, il y a un stress qui s'installe. Bien sûr. Donc là, on est à 90 points de base. Mais ça concerne juste la France. Et ça concerne que il n'y a pas de contagion. Il n'y a pas de pour le moment, il n'y a pas de contamination. contagion. Non. Mais quand vous dites ça change le rapport de force dans les discussions européennes, ça veut dire que, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, le chemin vers peut-être une dette commune, en tout cas des dépenses communes pour des investissements stratégiques, ce chemin-là, il est plus que jamais possible aujourd'hui. Alors, dette commune, il faudra du temps. Faut savoir connaître un petit peu les instances européennes. Tout prend du temps, mais en tout cas, la réflexion sur au moins un vrai plan d'investissement européen qui n'est pas seulement basé sur des garanties d'État. Avec du vrai argent, comme on dit. Avec du vrai argent et une vraie force d'émission obligataire de la Commission européenne. Ça, je le pense que aujourd'hui, la porte est ouverte en tout cas. Effectivement. Ah oui, ça change effectivement complètement la donne de ce point de vue-là. Un mot alors, de la politique monétaire que vous connaissez particulièrement bien là aussi, Alain. La dernière réunion du Conseil des gouverneurs en juillet, donc on est tombé à 2% de taux de dépôt, le taux directeur effectif. Ils sont restés à 2% après un cycle de baisse. Le message de Christine Lagarde étant « wait and watch ». Qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qui fera bouger à nouveau la Banque Centrale Européenne? Une Banque Centrale ne reste jamais, j'imagine, en statu quo permanent. Oui. Alors, si on regarde les anticipations du marché, il considère qu'il n'y aura plus du tout de baisse de taux de la BCE.
Pour le marché, c'est fini. Pour le marché, c'est fini. Et probablement, certains tarifient, enfin price, en mauvais français, une hausse de taux dans un an. Donc on est pour certains, du le point de vue prochain du marché, mouvement de la BCE, voilà. c'est une hausse. Donc dans le marché, on a Ok. un changement complètement de vue. Chez Natixis, on pense qu'il y a encore une possibilité de 25 points de base de baisse en décembre. La raison étant qu'aujourd'hui, on aura les projections de la BCE au mois de septembre. Oui. Si on regarde les derniers chiffres qui sont arrivés depuis la réunion du mois de juillet, donc au mois d'août, les indicateurs avancés, l'inflation, les salaires, probablement que la BCE va être obligée de réviser légèrement à la hausse son objectif d'inflation. Donc au lieu d'avoir 2% pour cette année, on sera peut-être à 2,1%. Oui. Mais ce qu'il faudra vraiment regarder, c'est la dynamique du marché du travail qui est en train de s'essouffler et de regarder aussi l'évolution des prix du pétrole et du taux de change euro. Parce qu'un prix du pétrole qui baisse en dollars, un euro qui s'apprécie par rapport au dollar, c'est une double peine, c'est très déflationniste, une double pression déflationniste. Sur les prix. Voilà. Et donc je pense que ça, c'est les deux variables qui pourraient faire bouger en décembre la BCE pour atteindre son taux terminal à 1,75. Ouais, 1,75. Oui, parce qu'il y a quand même un risque de passer sous la barre des 2% d'inflation l'an prochain, c'est ça Enfin, c'est notre point de vue. Ouais, j'entends. Mais ce n'est pas encore le point de vue du marché. C'est pas le marché. Merci beaucoup Alain. Alain Duré qui était avec nous pour ce point d'étape, cet état des lieux de la rentrée macroéconomique et conjoncturelle pour la France et pour la zone euro. Alain Duré, le chef économiste Europe de Natixis CIB.